Alors, bonjour tout le monde, enfin rebonjour, hein. Nous faisons un saut dans le temps puisque nous allons au début de la colonisation d'Algérie dans les années 1850. Et en vous présentant deux personnages surprenants, attachants et intéressants, qui sont Henri Fournel et Louis Ducouré. Alors, oui, mais non, là, ça va pas. Parce que- bon, je clique ici. Oui, d'accord, mais ça n'y était pas. Bon, alors, dans cette histoire, je fais un bref rappel du contexte historique. Vous avez sans doute tous appris à l'école que le 30 avril 1827, le dey Hussein d'Alger soufflette le consul de France, Pierre de Val. Alors, vous voyez d'après l'image, les représentations qu'on en fait, il l'a fait avec son chasse-mouche donc, qui était en plume de pan. Donc la gifle n'a pas dû être énorme, une petite caresse, mais l'humiliation était au contraire énorme, puisque en réalité, c'est le roi de France qui était ainsi souffleté. Et donc ceci a entraîné la guerre. Non, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà. Ceci a entraîné, du moins, ça a été un prétexte à la guerre, à la déclaration de guerre entre la France et la régence d'Alger. Et en 1830, les troupes françaises débarquent à Alger et prennent la Casbah d'Alger. Mais regardez la date, c'est le 5 juillet 1830. Or, en France, juillet 1830, c'est la Révolution. La Révolution éclate quelques jours après. Euh, une des raisons du succès de la Révolution de juillet 1830, d'ailleurs, c'était l'absence des troupes qui étaient précisément à Alger. Donc, d'une certaine manière, le Dey a été vengé parce que euh, Charles X a dû abdiquer et est parti en exil. Une des conséquences de ça, on en reparlera un peu tout à l'heure, c'est que le maréchal de Bourmont, qui avait pris la Casbah d'Alger, a dû lui-même partir en exil en laissant toutes ses troupes sur place à Alger. Et c'est là qu'il y a un épisode bien connu. Eh bien, tous ces soldats, tous les Européens et même les Algériens qui étaient sur place en ont profité pour saccager et s'approprier des morceaux du fameux trésor de la Casbah. Il y avait deux pièces pleines de pièces de monnaie notamment euh, et de joyaux qui ont été pris à ce moment-là. Quand Louis-Philippe a envoyé ses représentants à Alger, eh bien tout ce trésor avait à peu près disparu. Euh, dans les années suivantes, alors politiquement, il y a eu des hésitations parce que il a même, il a même été question euh, de, de quitter l'Algérie pour le nouveau régime, voire d'en faire cadeau aux États-Unis d'Amérique. Il y a eu un projet de cette sorte-là. Bon, toujours est-il que le nouveau régime commence quand même dans les années 1830 à s'intéresser à ce territoire et il y a une commission qui est mise en place pour d'abord rédiger des instructions pour l'exploration scientifique de l'Algérie. Et pour la partie géologique, c'est Élie de Beaumont, que vous connaissez bien, qui a pris, qui s'y est consacré. L'idée un peu de cette commission, c'était de reproduire ce qui s'était fait en Égypte avec l'expédition d'Égypte. Vous vous souvenez de la description de l'Égypte en 14 volumes, une folio. Eh bien, on souhaitait faire un peu la même chose pour l'Algérie. Et en effet,
cette commission, une dizaine d'années après, a fait ce rapport avec plusieurs volumes là aussi. Et il y en a un qui concerne la géologie et qui a été écrit par Émilien Renoux. Donc nous sommes en 1848. Et c'est à ce moment-là que débarquent en fait les premiers géologues français. Et le premier dont je vais vous parler, si j'arrive. Voilà. Ah oui, alors, pardon. Émilien Renoux fait une synthèse des connaissances géologiques et qui se traduit par cette carte géologique ici, où il y a 5-6 couleurs, guère plus, hein, mais qui est la première en fait carte géologique de l'Algérie. Et ceci est extrait donc de mémoire de l'ouvrage dont je vous ai parlé, c'est-à-dire Exploration scientifique de l'Algérie pendant les années 1840, 41, 42, mais publié en réalité en 1848 par Émilien Renoux. Donc, arrive sur place à la suite de ces premiers travaux, aiguillé un peu par ces premiers travaux, c'est-à-dire c'est le gouvernement français qui décide à la suite des résultats de cette commission d'envoyer un certain nombre de personnes. Alors la première, le premier remarquable, c'est Henri Fournel. Henri Fournel est un Saint-Simonien. Alors voici son portrait. C'est un polytechnicien, ingénieur des mines. Donc c'est l'élite de l'élite, hein, encore aujourd'hui. Ceux qui ont fait à la fois Polytechnique, qui sont dans la botte et qui ensuite deviennent ingénieurs des mines, qui font des mines, sont considérés comme grande élite. C'était vrai aussi à l'époque. Henri Fournel est donc polytechnicien et ingénieur des mines, mais il est surtout connu pour être un des Saint-Simoniens. Alors je vous rappelle ce que c'est que le Saint-Simonisme, c'était une philosophie, pratiquement une religion, parce que ils se définissaient eux-mêmes comme une espèce de religion, qui avait des idées très très généreuses. On pourrait presque les considérer un peu équivalents aux premiers chrétiens ou aux communistes des origines. Ils préconisaient la fin de l'esclavage, bien sûr, l'égalité entre hommes et femmes, la collectivisation des terres, la mise à disposition, disons, des biens à la communauté. Quoi encore? Ils étaient en principe contre la colonisation, les colonisations, et pourtant, vous verrez que d'une certaine manière, ils y ont contribué. Et Henri Fournel était le trésorier de ce mouvement, mais il a été trésorier au moment où le mouvement avait faillite. Euh, et les historiens considèrent que habituellement, un trésorier peut prendre de l'argent dans la caisse, et bien lui, il a fait le contraire. Il a consacré sa fortune à essayer de renflouer en pure perte le mouvement saint-simonien. Souvenez-vous, dans l'histoire de ce mouvement, l'Enfantin, qui en était le chef, en 1833 et 1834, est allé en Égypte. Eh bien, Henri Fournel est allé avec lui, avec une mission philanthropique qui consistait à promouvoir un projet très curieux d'un canal entre Suez et Port Saïd, c'est-à-dire un canal entre la Méditerranée et la mer Rouge. Et cette mission a été un échec, sauf que le consul de France au Caire, à l'époque, qui était un certain Ferdinand de Lesseps, a conservé euh, en mémoire cette idée-là et l'amènera à bien, mais bien des années plus tard. Donc Fournel, voyant que ce projet, puis il y avait un autre projet de barrage sur le Nil, voyant que ce projet ne pouvait pas aboutir, revient en France et le gouvernement le charge de missions. Alors d'abord en Vendée, je vous en ai parlé ici, hein, c'est lui qui a réalisé la première carte géologique d'une partie du département de la Vendée et dans l'Allier. Pourquoi? Parce que dans ces deux régions-là, on venait de découvrir de la houille, le bassin houiller de Flamoreau en Vendée et le bassin de Brioude dans l'Allier. Et l'idée était de promouvoir leur exploitation.
Et c'était évidemment dans le rôle d'un ingénieur des mines de faire ce genre de travaux. En Vendée, il tentera quelque chose de plus. Il se présentera aux élections législatives. Euh, alors, les élections à l'époque, c'était le suffrage censitaire et l'électorat de la région de Fontenay-le-Comte où il se présentait, dans la circonscription de Fontenay-le-Comte, c'était des Pervinquières, vous connaissez peut-être, ou Lapparent, ou Clémenceau, qui s'étaient enrichis grâce aux biens nationaux pendant la Révolution et qui n'étaient certainement pas favorables aux idées de collectivisation des terres des Saint-Simoniens, si bien qu'il il n'a pas été élu. Bien, et le voilà donc en 1843, de 1843 à 1846, en Algérie. Et il se met en place le service des mines. Alors, vous voyez ici, par exemple, une carte des concessions minières des gisements de fer de la région de Beaune, c'est aujourd'hui en là-bas. Ces gisements ont été exploités durant le 19e siècle, et même peut-être pendant le 20e. Aujourd'hui, on n'exploite plus rien, me semble-t-il. Et cette carte, eh bien, c'est lui qui l'a fait, et c'est dans le cadre de la mise en place de ce service des mines de l'Algérie. Sa grande contribution à la géologie algérienne, eh bien, c'est l'ouvrage qui se trouve ici. Alors, je quitte la caméra, mais c'est pour le montrer à ceux qui sont dans la salle. C'est donc Richesse minérale de l'Algérie en 2 tomes qui sont ici et un atlas, le Grand Infolio, que vous pourrez venir voir. J'ai quelques images, mais elles sont assez désastreuses du point de vue qualité. Comment? Bon. Donc, c'est le premier grand ouvrage après la contribution d'Émile Renoux, dont nous avons parlé, à la géologie algérienne. Vous pourrez venir le consulter ici si vous le souhaitez. Hein. Le premier tome concerne surtout la région d'Annaba, justement, il a surtout travaillé là, et le massif de l'Edour, dont vous pouvez voir ici, c'est la première carte, c'est la seconde, pardon, carte géologique en couleur. Et ça, il n'y a guère que 3 couleurs. Enfin, du massif de l'Edour près d'Annaba, enfin de Beaune à l'époque. Et puis, il y a des planches sur les fossiles, il y a une description des premiers terrains. Oui. Donc, euh, alors, c'est là où il mentionne quelque chose de très particulier et il en donne une explication vraiment très stupéfiante. C'est l'affaire des 3 diamants de Constantine. Il en est question hein, dans le premier tome, si je me souviens bien, à la page 200-201. Là, il faut que je vous raconte que le consul de Piémont-Sardaigne à Alger, c'est ce dénommé Peloso que vous voyez ici à l'écran, Paolo Peloso, a prétendu avoir trouvé, il y a un problème technique, non? Là, est-ce que c'est mieux peut-être? Je sais, ça va. Bon, on va essayer avec ce microphone-là. Donc, vous voyez ce consul de Piémont-Sardaigne, Peloso, prétend avoir trouvé, du moins prétend avoir acheté à Constantine, qui ne faisait pas encore partie des possessions françaises. C'était, ça n'avait pas été encore conquis par les troupes françaises. Donc, prétend avoir trouvé dans l'oued Roumel. Alors, je ne sais pas si vous connaissez Constantine, c'est quelque chose de spectaculaire. Hein, si vous avez l'occasion d'y aller, c'est euh, un canyon profond de 200 mètres qui fait à peu près le tour de la ville de Constantine, qui est donc une protection naturelle extraordinaire.
et il y a des ponts qui traversent certaines, même des passerelles quand on marche dessus, c'est assez impressionnant. Bon, bref. Et donc, il semblerait, on a prétendu, il prétendait, Peloso, que on avait trouvé dans cette oued 3 diamants. Alors, il reporte ça, bien sûr, Fournel, mais il dit c'est sûrement faux. En réalité, c'est tout à fait vrai, parce que enfin, les diamants existent bien. On en a retrouvé un au Muséum d'histoire naturelle, il est là, hein, c'est celui que vous voyez là, et puis on y a consacré une, euh, une publication avec Charaf sur ce sujet-là. Alors, en revanche, aujourd'hui, on peut bien être sûr qu'ils ne viennent pas de l'oued Roumel de Constantine. Les terrains, ils ne sont pas du tout favorables. Et puis, on n'en a plus jamais retrouvé euh, dans cette région-là. En réalité, comprenez bien qu'à l'époque, ce sont les premiers diamants trouvés en Afrique, hein, puisque les diamants d'Afrique du Sud ont été découverts bien plus tard, vers la fin du 19e siècle. Quand dit Fournel, il dit oh bah c'est sûrement faux en quelque sorte. Alors je suppose que ces diamants avaient appartenu à quelqu'une de ces infortunés qu'on punissait en les lançant du haut des remparts dans le Roumel. Alors, voilà l'explication très peu scientifique sur l'existence de ces diamants. Il faut savoir que bien sûr Constantine est une ville qui a été c'était la capitale d'une province romaine et ça a été créé par Constantin. Et il paraît que les gens condamnés à mort étaient précipités dans le ravin, et en particulier les femmes adultères. Alors, l'explication d'Henri Fournel, c'est qu'il y en a une qui avait sans doute un collier de diamants et qu'on on l'a jeté comme ça. Alors, franchement, euh, les Romains étaient peut-être pas stupides au point de lancer les joyaux avec, avec leurs victimes. Bon, voilà l'explication. L'explication que nous, on tente à avancer, mais on n'en est pas sûr. Souvenez-vous du trésor du- qui a été pillé. Reprenons notre histoire du diamant, donc, qui est cité page 200, là. Les 3 diamants, hein. Il y en a un au muséum, c'est le seul qui a été conservé et qui est bien un diamant. En fait, l'idée que nous, on émet, c'est que ce Peloso, là, il a fait du recel, et ça, c'est sûr, ça a été établi par une commission d'enquête d'une partie du trésor de la Casbah. Les Français ont pillé le trésor pendant que le maréchal de Bourmont partait en exil, ont confié à différents consuls, celui d'Angleterre, du Danemark et de Piémont-Sardaigne, une partie de leur butin parce qu'ils avaient l'immunité parlementaire, on ne pouvait rien leur reprocher. Alors, on peut penser que ce Peloso ait inventé l'histoire de la trouvaille de diamants dans l'oued Roumel, mais en réalité, si c'est le cas, ces diamants-là qui étaient dans le trésor pouvaient provenir du Sahara. On verra qu'ils étaient connus à l'époque dans le Sahara. Voilà. Alors, les échantillons de roches et de minéraux qui correspondent à toute cette description euh, de l'Algérie. Alors, de la région, le tome premier, c'est plutôt la région d'Annaba, et la Kabylie, etc. Et puis, le tome 2 qui est incomplet. Alors, on ne sait pas trop, est-ce que c'est un accident? Il semble qu'il y ait des tomes qui soient incomplets. Il faudrait vérifier, je crois, à la Bibliothèque nationale si l'original est complet ou pas. Et ça s'arrête en plein milieu d'une phrase, hein. C'est très curieux. Bon. Concernait plutôt la région d'Alger. Alors, il y a eu toute une collection géologique qui a été donnée, déposée à l'École des mines de Paris. Mais malheureusement, elle a disparu au cours du temps. On ne sait pas ce qu'elle est devenue. Il semblerait que mal rangée. Non, non, mais apparemment, elle a vraiment disparu. Sauf certains minéraux. Les roches ont disparu et il y avait des lerzolites qui étaient
décrites, etc. On essayait d'aller voir ça et ça n'existe plus. Des minéraux, en revanche, ont été sans doute mis euh, dans la collection des minéraux, mais confondus avec tous les autres, en fait. Voilà, Henri Fournel est revenu en France. Il a poursuivi une brillante carrière d'ingénieur des mines en France, mais il s'est toujours intéressé à l'Algérie. Et vous voyez que quand il était à la retraite, là, il a fait cette étude sur la conquête de l'Afrique par les Arabes. Les Saint-Simoniens, d'une manière générale, qui étaient contre la colonisation, bien sûr, mais ont quand même poursuivi des travaux en Algérie. En particulier, il en a été question ici, dans toute cette question sur la mer intérieure saharienne, ils se sont fortement intéressés à ce projet-là. Alors maintenant, abordons un autre personnage qui est Louis Ducouret, euh, mais qui s'appelle aussi Hajj Abdelhamid Bey. Qui est ce Louis Ducouret? C'est un orientaliste et naturaliste qui fut, prétend-il, mais les historiens ont des doutes, colonel dans l'armée ottomane, et c'est pour ça qu'il porte le titre de Bey. Vous savez, les, les titres dans l'Empire ottoman, c'était Afendi, Bey et Bacha. Et lui aurait été Bey comme ayant été dans l'armée ottomane. Il se serait surtout converti à l'islam, et le nom que je vous ai écrit, Hajj Abdelhamid Bey, et son nom de conversion, Hajj, parce qu'il aurait fait le pèlerinage à la Mecque. Alors, vous verrez que on peut avoir des doutes sur toutes ces histoires-là. Toujours est-il que je ne suis pas au bon endroit, voilà. Toujours est-il qu'il a entrepris plusieurs voyages dans la péninsule arabique. L'ouvrage que vous avez ici, c'est son ouvrage, c'est Souvenirs de voyage dans l'Arabie heureuse. C'est ainsi qu'on dénommait la péninsule arabique au XIXe siècle, et en Afrique. Et surtout, ce personnage-là fut un collaborateur d'Alexandre Dumas, père. Les ouvrages qu'on a de lui ont été soit publiés, soit introduits, soit certainement corrigés par Alexandre Dumas, et c'est le cas de l'Arabie heureuse par Hajj Abdelhamid Bey, publié par Alexandre Dumas. Eh bien, en 1849, il est envoyé par par un ministère de la Seconde République. Il entreprend une mission en Afrique du Nord. Et comme pour les membres de la commission d'études scientifiques de l'Algérie, il reçoit des instructions d'Élie de Beaumont. Il y a même pratiquement un ouvrage, un petit opuscule en tout cas d'Élie de Beaumont à ce sujet. Alors voilà le périple que Louis Ducouret, missionné par la France, entreprend. Il part voilà, vous voyez en haut, il part de Bizerte. Il passe à Sfax, donc dans la régence de Tunis, et puis il va dans la régence d'Alger jusqu'à Togourt. Son projet était d'aller bien au-delà, puisqu'il devait aller à Akabli, Wallen et jusqu'à Tombouctou, où les Européens avaient déjà pénétré une vingtaine d'années auparavant, mais qui était encore très très mythique. On a de lui toute la description de la région du Touat. Bien qu'il n'y ait pas mis les pieds, il a depuis Togourt, il a pu glaner des informations, des écrits, etc. En décembre 1851, il reçoit l'ordre de retourner en France. C'est pour ça que sa mission s'est arrêtée à la région de Togourt. Et c'est une chose très curieuse. Pourquoi en décembre 1851, souvenez-vous que le coup d'État de Louis-Napoléon Bonaparte, c'était décembre 1851. Alors je pense qu'il y a une motivation politique que j'ignore derrière.
Il était bien vu sans doute des républicains de la Seconde République, mais probablement pas de Louis-Napoléon Bonaparte. Et il retourne en France et se met à vouloir faire le compte-rendu de sa mission. Mais seulement en 1854, il y a eu une intervention désastreuse d'Alexandre Dumas à travers... Voilà. Il lui fait publier cet ouvrage-là, Voyage au pays des Niam Niam, ou Homme à queue, par toujours Hajj Abdallah Hamid Bey, mais regardez bien, avec une notice de 20 pages à peu près en introduction d'Alexandre Dumas. Et c'est censé être le récit d'un voyage qu'aurait fait Ducouret au Sud-Soudan d'aujourd'hui, qui était absolument méconnu hein, des Européens. Les sources du Nil n'étaient pas encore connues des Européens à ce moment-là. Et dans ce livre, il prétend que, vous voyez, il représente un homme du Sud-Soudan d'aujourd'hui, avec un appendice caudal, avec une queue. Bon, alors, ça, au XVIIe siècle, ça, les hommes singes, en quelque sorte, on y croyait encore, mais au XIXe siècle, c'est absolument impossible à imaginer. Pourquoi avoir inventé cette histoire? Il y a sûrement une part de racisme anti-africain, j'imagine, mais c'est un peu surprenant quand même parce que je vous rappelle qu'Alexandre Dumas était métis, hein, donc a priori, au contraire, lui a souffert du racisme. Et puis, dans l'introduction, voilà, Alexandre Dumas écrit, c'est-à-dire Ducouret, est en train de vaincre l'Académie des sciences et de lui prouver que vers l'équateur, il y a des monstres intermédiaires entre les singes et les hommes qui ont une langue comme les hommes et une queue comme les singes. Alors évidemment, alors qu'il était en train de demander à Léon Célide Beaumont de publier ses travaux sur ses explorations en Algérie, ça a profondément déplu. Vous connaissez cette photographie de Léon Célide Beaumont. J'ai l'impression qu'il venait juste de lire Le voyage au pays des Niam Niam quand la photographie a été prise. Donc, Léon Célide Beaumont, secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences, refuse de publier les résultats de la mission. Louis Cordier, qui était directeur du Muséum national d'histoire naturelle à l'époque, c'est pareil, il fait obstruction et il n'accepte qu'à contre-cœur une partie des échantillons. Il refuse, par exemple, que le chameau rapatrié par Ducouret vienne à Paris, et le chameau est resté à Marseille. On ne sait pas ce qu'il est devenu. Voilà. Donc, les résultats de cette mission n'ont pas été publiés. Mais il y a tout un dossier aux Archives nationales, vous l'avez devant les yeux. Ce dossier, c'est le dossier de la mission Ducouret avec, je sais pas, 20 cm d'épaisseur d'articles, de rapports, de documents de toutes sortes qui n'ont pas été publiés. Et ça nous dit beaucoup sur ce qu'il a vu. Bon, il y a des considérations, bien sûr, de tous ordres, mais en particulier géologiques. Je vous montre ici une carte des oasis de la région de Biskra et Touggourt. Ici, une coupe d'une étude des puits artésiens, d'un puits artésien de la région de Touggourt. Alors, vous voyez que c'est du brouillon, hein, mais dans son manuscrit, il y a une description des différentes couches de terrain. Et vous avez la couche qui est en rouge ici, qui est évidemment imperméable. Et l'aquifère est en bleu en dessous. Et il nous explique, et à vrai dire, Henri Fournel, pardon, a fait la même chose dans son ouvrage. Il nous explique que les Algériens connaissaient très bien le principe des puits artésiens, c'était qu'ils savaient qu'en attaquant
telle couche, et bien en dessous, il y avait l'eau et que cette eau allait jaillir et qu'ils devaient se retirer. Ils étaient attachés à des cordes et dès que l'eau jaillissait, on les tirait pour éviter la noyade. Donc, il décrit toutes ces choses-là, mais ça, c'est absolument inédit. Hein, c'est dans les archives, aux archives nationales. Pour ce qui concerne la minéralogie du Sahara, il a fait rédiger par un dénommé Sid el-Hajj Abdelkader Ben Abou Bekr Et-Touati. Alors, nous, on l'a surnommé simplement Et-Touati. Et-Touati, ça veut dire du Touat, habitant du Touat. Cet habitant du Touat a rédigé pour lui un manuscrit sur les richesses minérales du Sahara algérien, et en particulier du Touat. Et il y a des choses très intéressantes là-dedans. Regardez ce document-là, avec, alors c'est de l'arabe maghrébin, hein. Vous voyez que le F, par exemple, le F porte son point diacritique en dessous, si bien que ça, c'est phi. Il y a les deux points du Ya et le point du F. Enfin bref, c'est la, on peut décrypter quand même, hein. Je pense que euh, c'est Zouir qui m'a décrypté cette affaire-là et c'est lisible. Alors, ce passage-là est intéressant parce que le voilà traduit en français. Pour ce qui concerne le diamant, il s'en trouve dans notre pays, c'est-à-dire le Touat, près d'Akabi, au cœur de pierres noires, plus dures que le fer. Parce que nous n'avions aucun outil pour les casser, nous les avons laissées sur place, ces pierres. Hein. Mais elles ressemblent à des grains de grenade, au cœur d'une masse plutôt sombre. Et oui, pardon. Et le diamant reflète une couleur éclatante qui va du blanc au jaune, comme le verre de Pharaon. Alors, je ne sais pas ce que c'est que le verre de Pharaon, peut-être que certains d'entre vous le savent. Pour ce qui concerne le lieu où nous avons trouvé les pierres, vous devez savoir que c'est entre Wallen et Akabli. Ça n'avait pas été publié. Alors, quand j'ai vu ça, et puis toutes les descriptions de pierres, il donnait la liste des échantillons qui s'y trouvaient au muséum. Je me suis précipité évidemment au muséum, dans la galerie de minéralogie, et dans ce qu'on appelle le sous-marin, qui est dans cette galerie de minéralogie où il y a les réserves, eh bien, vous avez énormément de collections de cette époque-là qui concernent l'Algérie. Vous avez ici la collection Guyon de 1838. Ça fait partie de cette commission d'exploration de la géologie de l'Algérie. Euh, il y a beaucoup de collections de cette époque-là. Après, elles seront plutôt stockées à Alger et non pas ici à Paris. Moi, je recommande, hein, personne n'a été voir dans ces tiroirs, sauf moi pour la collection du Couret. Moi, je recommanderais aux collègues algériens d'y aller. Hein. Et voilà, la collection du Couret qui a été mis en trié, bien conditionné par Gabriel Carlier. Et vous pouvez y reconnaître, il y a du gypse, il y a du sel, il y a quelques fossiles décrits dans les archives, aux archives nationales. Là. Et puis les deux diamants qu'il prétend avoir récoltés, eh bien malheureusement, ça fait partie des échantillons qui manquent. Les diamants ont disparu, donc sont des vrais diamants, je ne sais pas. On fait un petit saut dans le temps. En 1907, il y a Émile Gautier qui a entrepris la première exploration géologique du Touat, de cette région. Donc. En particulier, la région de Bled El Mas. Vous voyez Bled El Mas. Alors, il parle de Bled El Mas par-ci, Bled El Mas par-là. On y trouve c'est du dévonien, je crois, essentiellement, des sédiments, sous une couverture crétacée que vous avez au nord. Mais cet Émile Gautier ne relève pas, et ça c'est assez typique des Français qui ont fait l'exploration de l'Algérie, ne relève pas que Bled El Mas, qui s'écrit comme ceci en Balid El Mas, Balid M Mas en fait, en vrai arabe, ça signifie le pays du diamant, tout simplement. Il s'en est même pas rendu compte. Bon. Et on est en effet
entre euh, Wallen au sud et Akabli que vous voyez ici. Hein, donc ça correspond, ça, ce pays du diamant est entre Akabli et Wallen, ce qui correspond un peu au manuscrit de Touati. Eh bien, figurez-vous qu'il a fallu attendre. Voici hein, la région de Bled Elmas, euh, avec la piste de Regan, là, Regan Plateau. On est près de l'endroit où le général a fait sa bombinette. Hein. Et Bled Elmas est mentionné là, hein, vous le voyez à droite. Les cartographes français ont répercuté Bled Elmas sans jamais se poser de questions. Et c'est dans les années 1970 qu'on y a redécouvert en réalité, parce que s'il y avait le nom de Bled Elmas, c'était connu auparavant. On y a, en 1977, de 1977 à 2001, on y a découvert environ 1500 diamants dans la région de Bled Elmas et puis aussi un peu à, euh, un peu à l'est, à l'ouest, pardon. En réalité, ces diamants ont été trouvés dans des sédiments récents et on connaît toujours pas la roche-mère. Et la chose curieuse, c'est que dans le manuscrit de Touati, elle est décrite cette roche-mère. Une roche noire, plus dure que le fer, affleurant entre Akabli et Wallen et ayant l'aspect de grains de grenade. Vous vous souvenez? Bon. Alors, on s'est penché, on s'est demandé qu'est-ce que ça pouvait être. C'est sans doute des micro-conglomérats qu'on trouve dans cette série-là, euh, dévonienne, hein, je crois. C'est surtout du dévonien, silurien, bon. Et ce sont en particulier les niveaux qui sont en pointillé comme ça. Ça pourrait correspondre, mais on n'est pas tout à fait sûr. Hein. Ici, et vous en avez là à Bled Elmas. Mais non, il n'y a pas la souris. Oui, avec le pavé. Mais... Alors voilà à quoi ressemble cette roche avec du grain de grenade, là, peut-être. En réalité, personne n'a vraiment étudié ça. Peut-être que Toiti a raison. Alors, Jean Fabre et bien d'autres ont recherché la source des diamants de Bled Elmas. En réalité, c'est probablement une source secondaire. C'est vraisemblablement des paléoplacés, sans doute dévoniens. Voilà, alors ça c'est donc les résultats totalement méconnus et inédits de la mission du Couret. J'en viens à la conclusion. Tout ça nous fait dire, l'Edelmas c'est bien l'exemple de ça, que les Arabo-Berbères avaient des connaissances géologiques, certes empiriques, mais sur les minéraux, les diamants quand même, ils avaient reconnu le diamant alors qu'on n'en connaissait pas. Je vous rappelle qu'à l'époque, les diamants sont connus en Inde et au Brésil et c'est tout. On n'en connaît pas en Afrique, sauf cela, mais c'est ignoré totalement par les géologues européens qui arrivent. Donc sur les mines, les minéraux et l'hydrogéologie, le principe des puits artésiens était très bien maîtrisé. Et les Français sont arrivés évidemment au moment de ce que Hélène Berger a appelé la grande éclosion des sciences géologiques. Et ils sont arrivés avec toute leur science qui a permis évidemment de surpasser totalement ces connaissances empiriques. Ils ont même négligé sans doute avec un brin d'arrogance. Et ce qui fait que toute l'histoire de la géologie algérienne jusqu'à l'indépendance a été pratiquement de fait française. Voilà mes conclusions. Merci Gaston. Dommage que tu n'aies pas pu sortir le diamant du muséum. Ben, non, mais il est perdu. Hein. Enfin, ils sont perdus. À vrai dire, dans le catalogue du muséum, il est écrit que avant que ça ne disparaisse, que c'était des cristaux de quartz hyalin. Dans le rapport de Ducouret, ce sont bien des diamants.
Dans le catalogue du muséum, ce sont des cristaux de quartz glial. Bon, aujourd'hui, on aurait pu déterminer ce que c'était, mais malheureusement, quelqu'un a pris le truc et Alors, pour des puits artésiens, je sais que le grand maître Al-Biruni avait compris hum. l'explication il y a plus de 1000 ans maintenant. Mais j'avoue que je ne sais pas du tout en France quand on a compris l'origine des puits artésiens. Quelqu'un saurait-il ici? Je dirais en Europe en Le puits de général. Grenelle, Oui, non, mais depuis quand? Depuis quand on connaît l'explication des puits artésiens en Europe? Bon, c'est le sujet d'un futur exposé. Pas d'autres questions? Maintenant, nous allons passer au dernier exposé de la